Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce COREG-SP, premier de l'année 2021. Alors, on espérait le faire en présentiel, mais on est en semi-présentiel et en distanciel pour vous. Un programme chargé aujourd'hui. On va être ensemble pour la journée jusqu'à 15h30 environ, avec tout d'abord dans la matinée les actualités de la communauté régionale, région Dreal-Adem. Puis 10h45, 12h, 2 ateliers de préparation du COPILSAR qui aura lieu juillet ou septembre, donc le prochain COPILSAR. Les infos à leur faire remonter. Là, vous avez reçu les consignes avec la lettre du CEDRE. 2 ateliers, un atelier collectivité et un atelier directeur faire. Donc vous pouvez vous répartir dans les 2 ateliers. On vous remettra dans le chat les informations pour réaccéder à ces 2 ateliers. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on prendra un temps de déjeuner. On se retrouvera à 14h, là pour parler plutôt du CEDRE, du programme du CEDRE et définir ensemble un peu les modalités de travail pour les années à venir. Alors, quelques consignes tout d'abord. On est sur Zoom. Il est normal que votre micro soit coupé. On est en mode webinaire. Donc, le chat est là pour poser vos questions. Si le flux n'est pas bon, pensez à couper votre caméra, mais par défaut, elle devrait être désactivée. Donc le chat, onglet discussion à sortir pour poser vos questions. On aura toute l'équipe du CEDRE et de la région qui est là pour reprendre vos questions et prendre les salves de questions à redonner aux intervenants. Et puis gardez bien votre mail de connexion sous la main puisque vous avez vu qu'on vous a donné différentes adresses de connexion pour la journée. Donc pour chacune de nos sessions, la première étant maintenant, la seconde à 10h45 et puis la troisième dans l'après-midi. Voilà, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les consignes. Je ne vais pas m'attarder plus et je vais donner la parole à Alain Clabaud pour d'abord les nouvelles du côté de la région. Merci, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir au moins virtuellement pour ce premier COPIL. Donc aux côtés de Jérôme Bécavin, Dreal et Mélanie Sidos, Adem. Alors des conditions d'organisation un peu particulières, à la fois à cause des conditions sanitaires, mais aussi parce que vous le savez, on est entre les 2 tours de l'élection régionale. Donc ce qui nous a pas permis de faire présider la réunion par un élu régional, mais il nous semblait important, après une longue phase de travail qui nous a tous demandé beaucoup d'implication depuis le début de l'année, de faire ce premier point 2021 pour le SP maintenant. Mais on ne doute pas qu'au prochain COPIL, notre vice-président sera là pour introduire les débats et participer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du SP, déjà une petite mise en perspective par rapport au SRADET, puisque ce nouveau service public SP sur lequel nous travaillons tous, il s'inscrit vraiment dans les objectifs ambitieux qui ont été adoptés en décembre 2019 par la région dans le cadre du SRADET, avec un volet transition énergétique important. 2 pans habituels, une réduction des consommations et puis une production accrue d'énergie renouvelable. Sur la réduction de la consommation d'énergie, qui est le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, un objectif de 15%, mais dans une région dynamique à la fois en termes démographiques et à la fois en termes économiques. Si on se projette à 2030, ça revient en fait à une baisse de consommation de 23% par habitant, donc une marche élevée à franchir, d'où la nécessité de mobiliser une communauté large pour se donner toutes les chances de les atteindre. Si on parle concret en termes de logement, ça veut dire qu'en 2019, on était à peu près à 60 000 rénovations de logements par an. Et là, il faudrait, pour tenir les objectifs, augmenter de 5% tous les ans jusqu'en 2030 et voire même jusqu'en 2050, puisque le SRADET fait 2 horizons de projection, 2030 et 2050. Un des enjeux aussi en termes techniques, c'est de raisonner maintenant la performance énergétique des bâtiments été comme hiver, puisque le développement notamment des dispositifs de climatisation fait qu'on a un lissage beaucoup plus important des consommations d'énergie sur toute l'année. Côté ENR, là aussi, des objectifs ambitieux avec une perspective d'augmentation de 50% de la production d'ENR sur le territoire. Et là, la région a fait le choix de se focaliser en priorité sur les filières qui offraient le plus de potentiel de développement, à savoir bois énergie, méthanisation et le solaire, notamment le solaire photovoltaïque. Mais en tous les cas, on atteindra ces objectifs que si on reste dans le cadre d'un mix énergétique équilibré. Alors, sur le développement de ce nouveau service public, sur la région, on vient de Rhône-Alpes, on ne partait pas de rien, puisqu'on travaille déjà au sein de la communauté régionale et avec les territoires depuis de nombreuses années dans le cadre des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Et notre objectif, c'était vraiment de capitaliser
sur cette dynamique pour offrir vraiment un service de qualité, mais surtout pour le déployer sur tout le territoire régional. En termes d'organisation, pendant toute l'année 2019 et même l'année 2020, on a beaucoup discuté avec les territoires pour choisir le scénario de déploiement qui nous semblait le plus efficace. Et il y a eu consensus pour réfléchir le déploiement de ce service au plus près des demandeurs, au plus près des citoyens, au plus près des habitants pour un gage d'efficacité. Et donc aujourd'hui, on est sur une structuration des territoires avec un échelon privilégié qui est le département, mais on reste ouvert à toutes les solutions qui permettent de garder cette proximité. Faire des travaux, c'est bien. Avoir des professionnels investis et performants, c'est indispensable également pour relever les enjeux. Et donc, il y aura vraiment aussi ce travail en parallèle de montée en compétences de tous les professionnels. Et puis, on a eu une bonne surprise pendant la phase de réflexion. C'est la mise en place du programme CE-SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui nous permet de mobiliser des moyens importants au bénéfice des objectifs que l'on suit. Alors, quelles sont les ambitions affichées pour Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, les ambitions dont je vous parle, ce sont des ambitions qui ont été construites sur la base des échanges que nous avons eus avec l'ensemble des collectivités de la région. On part en 2020 d'un peu plus de 5 millions de personnes couvertes par les PTRE. Et là, l'objectif, c'est de monter en puissance sur 3 ans pour arriver à fin 2023 à une couverture complète de la région, soit plus de 8 millions d'habitants couverts. Donc ça, ce sont les objectifs qui ont été contractualisés. À ce jour, on a reçu 17 candidatures de collectivités, ce qui veut dire 9 départements sur 12 qui sont entièrement couverts, plus la métropole de Lyon. Et on est d'ores et déjà à plus de 90% de la population régionale couverte. Donc vous le voyez, on est déjà au-delà de l'objectif 2021 et même 2022, ce qui est plutôt encourageant. Mais je le répète, c'est la contractualisation. Il va falloir maintenant passer des engagements aux actes. Et c'est aussi un des enjeux de nos discussions d'aujourd'hui. Donc, en termes de contractualisation, comment ça s'est passé ? On a mobilisé à la région, à l'occasion de 4 commissions permanentes, les élus régionaux pour approuver les dispositifs territoriaux tels qu'ils avaient été imaginés sur les territoires. On en a profité aussi pour apporter les premières subventions pour l'année 2021. Ça fait un peu plus de 8 millions d'euros, 8 millions et demi d'euros exactement attribués pour l'année 2021. Qui se répartissent en un peu plus de 5 millions pour le SAR et un peu plus de 3 millions pour les subventions régions. Alors là, ça paraît simple sur un petit tableau comme ça de se dire que tout a bien marché, mais je sais le travail énorme que cette contractualisation, elle vous a demandé, elle nous a demandé. C'est vraiment une très grosse mobilisation de tout le monde et je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu. On a essayé au niveau de la communauté régionale d'être au plus près de vous pour répondre à vos questions. On continue encore, il y a encore quelques réunions qui sont prévues pour les dernières questions auxquelles il reste à apporter des réponses. L'enjeu, c'était vraiment de prendre le temps sur ces premiers mois pour qu'ensuite ce soit fluide et ça se passe bien et qu'on n'ait pas d'accro sur 2022, 2023, que ce soit dans le versement des aides ou dans le déploiement des actes. Et puis on a fait aussi un petit focus important sur la communication avec une réunion dédiée au mois de mai. Communication en premier lieu pour mettre en valeur le travail de tous les échelons, le travail des EPCI, le travail des conseils départementaux, le travail de la région, parce que c'est un travail collectif et ça serait dommage que ça ne se voit pas. Voilà, donc on a fait ce petit focus et la région aura vraiment à cœur de vérifier que tout le monde joue le jeu sur cette partie communication au bénéfice de tout le monde. Et notamment, on regardera ça de près lorsqu'il s'agira de verser les subventions. Alors, maintenant que ces contractualisations sont passées, on peut commencer à regarder les premiers résultats. Donc, vous voyez sur la partie gauche la carte de France telle qu'elle a été compilée par l'ADEME. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très bien placée, puisqu'on est à fin avril à plus de 45 000 actes réalisés, ce qui représente bon an mal an à peu près 20% des actes qui sont faits sur le territoire national. Et puis vous voyez à droite la progression, là on va jusqu'à fin mai, suivant les différentes typologies d'actes. Alors attention, le graphe de droite est un peu biaisé puisqu'il nous manque les résultats de la Loire, qui n'ont pas encore été saisis dans les outils de suivi. Et les résultats de la Loire, c'est pas négligeable, puisque c'est 7000 actes, soit à peu près 15% des actes de la région. Donc vous voyez qu'on est pas mal pour l'instant par rapport aux objectifs, avec quand même une surreprésentation des actes 1, probablement liée à
l'actualité autour de la prime rénov'. Donc à voir dans les mois qui viennent comment ça va se positionner. J'espère qu'on va rééquilibrer en faveur des autres actes, parce que c'est vrai que l'information c'est bien, mais si on pouvait passer derrière à de l'accompagnement plus précis, plus technique, ce serait mieux aussi. Et en tout cas, ce sont les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre du SPE. Alors, lorsqu'on était dans le cadre des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, la région avait mobilisé un marché d'accompagnement autour du CEDRE pour accompagner l'ensemble des acteurs de cette transition. On a souhaité renouveler début 2021 cet appui, donc on a relancé le marché en tirant parti du retour d'expérience qu'on avait sur la première période, et puis en adaptant aussi la proposition d'accompagnement au nouveau cadre SPE. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, puisque ça fera l'objet d'une présentation détaillée cet après-midi. Vous aurez présentation de la nouvelle équipe qui a été retenue par la région pour prolonger cet accompagnement et être à vos côtés, et à côté également de la communauté régionale de travail, pour que le SPE soit une réussite. Quelques éléments maintenant d'actualité. Alors, on a été informés, nous porteurs associés, très récemment par courrier qu'une prime exceptionnelle de 8 000 € était envisagée. Je suis ravi qu'il y ait des moyens supplémentaires qui soient délivrés sur cette partie de la rénovation des logements. On a aussi besoin d'argent pour faire bouger les choses. Donc je salue vraiment cette initiative. On ne connaît pas encore les modalités d'attribution, et c'est vrai que là, j'espère que ces modalités, elles seront simples, et en particulier qu'elles ne vont pas nous obliger à reprendre toutes les contractualisations que nous avons mises en place pendant 6 mois. Donc voilà, je sais qu'il y a des groupes de travail qui sont actuellement en place pour réfléchir aux modalités pratiques, et vraiment j'appelle de tous mes voeux des modalités le plus simples possible pour que cet argent puisse être distribué rapidement, efficacement sur les territoires, et surtout sans remettre en cause toutes les contractualisations qui ont été mises en place. Et puis, vous le savez sans doute, Emmanuel Wargon a fait des annonces au mois de mai, et notamment sur le transfert de certaines compétences et missions aujourd'hui exercées par l'ADEME vers l'ANA, un terme qui reste encore à définir. Voilà, donc acte. On espère que le transfert de compétences se fera au mieux, et la région accompagnera autant qu'elle le pourra ce transfert pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Une dernière petite information avant de passer la parole à Jérôme Bécavin, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui se discutent au niveau national, que le cadre SAR national n'est pas figé, qu'il évolue encore régulièrement, et c'est normal, parce que c'est un cadre compliqué, et on comprend qu'après les premiers retours de terrain, il y a besoin de caler certaines choses. Je voulais vous rappeler qu'il est important que les acteurs engagés en Auvergne-Rhône-Alpes se serrent les coudes, et qu'on ait vraiment un bon transfert d'informations entre tous pour faire remonter nos spécificités, pour faire remonter nos particularités, et qu'on essaye vraiment de transformer, de faire évoluer le SAR vers quelque chose qui répond à nos attentes pour être le plus efficace possible. Donc la région, on discute avec les EPCI, on discute avec les conseils départementaux, il faut aussi qu'il y ait des échanges avec tous les opérateurs sur le terrain. C'est vrai que dans cette phase, on avait revendiqué, on a assumé d'avoir eu plutôt une discussion entre collectivités. Mais pour autant, tous les opérateurs de terrain sont des maillons indispensables, et on vous écoute, on prend en compte vos remarques. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire communauté et de porter d'une seule voix les préoccupations d'Auvergne-Rhône-Alpes pour, je le répète, avoir un SAR qui réponde à nos attentes et qui soit le plus efficace possible. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette présentation. Alors quelques questions en réaction. Est-ce qu'on sait est-ce qu'on peut avoir une idée des zones qui ne sont pas encore couvertes, puisqu'on a un déploiement à 90%. Du coup, est-ce qu'on situe les 10% restants à peu près ? Alors aujourd'hui, les zones. Alors, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas complètement couvertes, disons qu'elles ne sont pas couvertes suivant les modalités SPE, parce qu'on a encore certains territoires qui sont dans l'ancien modèle PTRE et qu'on accompagne encore pour quelques semaines.
le temps qu'ils mettent en place le nouveau système. C'est notamment le cas du département de l'Allier, où on avait une grosse plateforme autour de Vichy, et on sait que tous les acteurs sont en train de réfléchir pour essayer d'avoir une approche au niveau du département maintenant. Sur le Cantal, on a également des choses en place, mais là encore, les acteurs locaux avaient besoin d'un petit peu de temps pour formaliser les choses. Et puis sur le département de la Haute-Loire, le conseil départemental a repris aujourd'hui à son compte les ex-EIE, un premier niveau d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne, et au moins sur ce sujet-là, on n'a pas eu rupture de service. Par contre, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour effectivement monter en compétence, monter le niveau de service, et on espère d'ici 2021 avoir couvert ces 3 derniers départements qui le sont encore partiellement. Merci. Et puis une deuxième question, est-ce qu'on a une idée du nombre d'actes A4 sur la région? Ou peut-être que ce sera Jérôme qui pourra répondre, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Là, soit Jérôme a la réponse, soit sinon on l'apportera éventuellement en complément de la réunion de ce matin. Parfait, merci. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir continuer maintenant avec la présentation de Jérôme, avec des retours sur les chiffres MPR et Habiter mieux. Donc Jérôme, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Jérôme Beccarin, l'Adréal, donc l'Adréal assure effectivement la responsabilité du service logement énergie pour le compte de l'État sous l'autorité du ministère de la transition écologique, et on a également on est également délégateur du préfet sur l'ANA. Donc je représente à la fois l'Adréal et l'ANA aujourd'hui. C'est pour ça que je m'exprime aussi en son nom. Donc juste effectivement quelques mots de contexte aussi pour rappeler dans quel contexte et dans quels objectifs on se situe. Déjà, et je pense qu'il ne vous a pas échappé que l'État a fait de la rénovation énergétique une priorité nationale pour son action. C'est une politique dite prioritaire pour le gouvernement, qui est suivie par le Premier ministre, et on assure un reporting mensuel sur le champ de la rénovation thermique. Donc logiquement, c'est également une priorité de la ministre, enfin des ministres, de Barbara Pompili et particulièrement d'Emmanuel Vargon en charge du logement. Et c'est également une priorité du préfet de région. Donc toutes les strates de l'État sont alignées pour faire de la rénovation thermique une priorité nationale. Donc l'enjeu, c'est d'accompagner tous les ménages, avec un focus en particulier sur les ménages en précarité, donc de bien traiter et d'accompagner cette cible plus particulièrement, mais tout en accompagnement de tous les ménages. De créer c'est plutôt amplifier une dynamique de filière pour pouvoir rénover plus, mieux et moins cher, donc massifier. Et un objectif d'avoir des parcours le plus lisible possible pour les ménages, donc sans rupture, pour avoir un accompagnement qui soit le plus fluide possible. Et enfin, un travail en direction des territoires qui sont au cœur de l'action opérationnelle. Donc, 2 objectifs à rappeler qui sont inscrits dans les lois et règlements. Donc le premier objectif, c'est celui d'éliminer les passoires énergétiques à l'horizon 2028. Donc c'est un horizon qui se rapproche, qui est actuellement d'ailleurs complètement confirmé par le projet de loi climat et résilience, puisqu'on rajoute une couche, puisqu'à l'horizon 2028, il sera interdit de louer les passoires énergétiques. C'est quand même une mesure vraiment très forte. Il y a à la fois, pour ceux qui sont en location, l'interdiction un blocage des loyers dans les passoires et une interdiction de louer dans les passoires. Donc c'est quand même pas rien. Donc avec l'horizon à 2028 sur les étiquettes FEG, et il y a un horizon à 2034 pour l'élimination des étiquettes E. Et j'ai mis une petite attention aussi, parce que rentre en application au 1er juillet la réforme du DPE. Je pense qu'aussi vous l'avez en tête, mais elle est quand même assez significative dans les modalités de calcul des différentes classes énergétiques et carbone. Le deuxième objectif inscrit dans les lois et règlements, c'est donc l'objectif de disposer d'un parc aux normes BBC à l'horizon 2050. Ça peut paraître un peu lointain, mais quand on fait le calcul du stock et de l'objectif, on arrive à un rythme annuel qui, pour notre région, représente 100 000 rénovations par an. Donc c'est un chiffre qu'on a en perspective
pour dimensionner nos actions et nos financements. Donc notre objectif dans la région, c'est d'avoir une action sur 100 000 logements par an. Donc pour ça, l'État a mis en place des moyens que je considère considérables. Donc à ce jour, il y a trois dispositifs principaux qui sont en place. C'est celui de MaPrimeRénov', qui jusqu'en fin 2020 était réservé aux ménages modestes, mais qui depuis le 1er janvier a été ouvert à l'ensemble des ménages. Il y a le dispositif Habiter mieux, qui lui continue de s'adresser aux ménages modestes, mais qui concerne des interventions globales sur le bâtiment avec un objectif de réduction de consommation de 35%. Et l'éco-prêt à taux zéro qui demeure et qui est cumulable avec les dispositifs MaPrimeRénov' et Habiter mieux. Donc en 2020, année de démarrage de MaPrimeRénov', donc dans notre région, ce sont les chiffres de la région là, qui sont indiqués sur le diaporama. Alors c'est encore la diapo d'avant, mais on va dire qu'en 2020, on a consommé donc 74 millions d'euros au titre de MaPrimeRénov', 75 millions d'euros au titre d'Habiter mieux, donc on avait un équilibre entre MaPrimeRénov' et Habiter mieux, 70 millions au titre de l'éco-prêt à taux zéro. Et donc ce qui est représenté en nombre de logements, pour vous mettre en comparaison de l'objectif à 100 000, on était en 2020, on avait une intervention sur à peu près 26 000 logements sur l'année. Donc en 2020, le tendanciel, il est plutôt à l'amplification de ces chiffres, une amplification très nette, puisqu'au 1er janvier, au 1er juin, pardon, donc à ce jour, au 1er juin de 2021, donc, on a pu engager 26 770 dossiers MaPrimeRénov', ce qui a représenté un montant de subvention de 81 millions d'euros. Donc, à comparer au nombre de dossiers qui ont été déposés là, à 38 000, 38 000 dossiers déposés, 26 000 engagés, 80 millions d'euros d'engagés. Au titre de Habiter mieux, c'est la diapo d'après. On est également au 1er juin à 1790 logements subventionnés pour une subvention de 21 millions d'euros. Donc là, en moyenne d'intervention par logement, on est à 12 000 euros par logement. Si vous faites le calcul sur MaPrimeRénov', on était plutôt à 3 000 euros par logement. Donc on voit effectivement l'investissement consenti par logement. Donc si on cumule au 1er juin donc les logements au titre d'Habiter mieux et au titre de MPR, donc on est à ce jour à 30 000 logements dans lesquels il y a une intervention donc en 5 mois, représentant un peu plus de 100 millions d'euros de subventions. Voilà. Donc, alors j'ai mis un petit mot sur MPR CoPro parce que c'est un dispositif qui est ouvert depuis le 1er janvier. MPR copropriété, qui démarre plus lentement, mais avec des perspectives qui sont importantes. Bon, on connaît tous la difficulté d'engager des dossiers copro compte tenu des contraintes d'assemblée générale, de Covid, etc. Donc on va dire qu'on n'a pas pu engager vraiment de dossiers copro depuis le début de l'année. Mais on a des perspectives qui nous amènent à penser qu'on devrait avoir un flux de demande plutôt en fin d'année. Voilà, si on continue le diapo, donc voilà, une diapo pour se situer au niveau national, pour dire que la région est en bonne place dans la dynamique, mais que la dynamique concerne toute la France. Donc qui est supérieur à 2020, donc à la même date. Donc on est 20% par rapport à 2020 en termes de réalisation des objectifs au niveau national. Pour la diapo suivante. Ouais, donc une diapo pour vous montrer le tendanciel. Donc on a fait les mêmes graphes que pour le SPSR. Donc on a effectivement en pointillé l'objectif. Attendez, il faut que je reprenne mon...
Voilà, donc on a le tendanciel et l'objectif pour l'année 2021. Ce qu'il faut noter à la fois sur MaPrimeRénov' et Habiter Mieux, c'est que le tendanciel est supérieur donc à l'objectif fixé, donc ce qui nous amènerait à un dépassement relativement important là, des budgets qui ont été définis. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est bien pour la dynamique. Cependant, effectivement, les finances de l'État ne sont pas extensibles. Et donc on a un report. C'est pour ça qu'on a un reporting et une vigilance vraiment très importante en ce moment pour suivre cette tendance et solliciter les financements complémentaires. Et vraisemblablement qu'à la rentrée de septembre, on sera amené à négocier les budgets complémentaires sur ces différents dispositifs. Voilà. Et enfin, pour terminer, je souhaitais vous mettre en visibilité aussi des lignes, des dispositifs qui sont issus du plan de relance qui vous concernent peut-être un peu moins, mais qui concernent plutôt le parc social, puisqu'on a 20 millions d'euros là, du plan de relance pour rénover les restructurations lourdes des bailleurs sociaux qui intègrent de la rénovation énergétique. Donc, il y a 20 millions d'euros qui sont d'ores et déjà arrivés dans la région et en cours d'engagement. Et on a également 5,2 millions d'euros au titre du dispositif MassiRéno, qui concerne les travaux de massification là, sur le parc social, donc qui vont concerner des grosses opérations en Savoie, avec le PAC de Savoie et puis Cristal Habitat. Voilà, c'était intéressant à suivre d'un point de vue, on va dire, de l'intervention globale de type rénovation par l'extérieur, énergie Sprong. Voilà, et au titre de MPR CoPro, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, donc 7,4 millions d'euros avec un objectif de 1150 logements qui est seulement en cours de démarrage d'engagement. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. Alors quelques questions. Alors je ne sais pas si on aura toutes les réponses puisqu'il y a des questions très techniques ou en tout cas avec des précisions de chiffres. Mais une première question peut-être d'ordre plus général. Est-ce qu'on a aussi un retour sur des demandes au niveau du petit tertiaire privé? Est-ce que ça, on a déjà un peu une visibilité puisque c'était quelque chose de nouveau dans l'accompagnement? Une deuxième question qui va être plutôt sur les niveaux de performance atteints par les opérations. Est-ce qu'on sait, par exemple, voilà, une question qui demande si on sait combien il y a eu d'opérations réalisées en BBC, en rénovation globale, bâtiment basse consommation, et est-ce qu'on a un gain énergétique moyen sur les primes MPR? Est-ce qu'on sait à peu près si on a des gains énergétiques de l'ordre de 10, 20, 30%, voire des sauts de 1 ou 2 sauts de classe? Je ne sais pas comment après c'est mesuré. Et puis une question un peu plus précise aussi sur l'EPTZ par rapport aux les chiffres donnés de l'EPTZ. Est-ce que ça correspond au cumul des montants de prêts ou au coût pour l'État? Voilà. Donc je ne sais pas si tu pourras nous apporter quelques réponses. Voilà. Quelques premières questions. Quelques premières questions dont je n'ai pas retenu. Je les ai pas toutes Alors, retenues, la première, c'est si on avait un retour sur le petit tertiaire privé. Alors ouais, sur le tertiaire privé, écoute, pas du tout. Enfin, j'ai pas de retour sur le petit tertiaire privé, non. C'est vrai qu'on a un focus quand même essentiellement logement dans le service, et y compris à l'ANA. C'est un des sujets d'ailleurs qu'on devra discuter dans le cadre de la discussion sur le nouveau modèle organisationnel. Mais effectivement, rien de particulier sur le petit tertiaire privé, en ce qui me concerne. Une question aussi sur les objectifs. Pardon, Mélanie. Pardon. Oui, bonjour. Juste pour compléter, sur le petit tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a effectivement quelques actes qui sont renseignés, mais qui ne ressortent pas encore dans le TBS parce que ce sera opérationnel la semaine prochaine. D'accord, merci Mélanie pour cette précision. L'objectif de 100 000 logements, c'était 100 000 logements en cumulant Habiter Mieux et MPR. Enfin, c'était à quel niveau l'objectif des 100 000? C'est 100 000 sur la région, sur toute la réno? Oui, tout à fait. C'est 100 000 sur la région, mais le calcul est fait en fonction de l'objectif de disposer d'un parc BBC en 2050. Et en comptant le nombre de résidences principales donc, dans la région,
On Logement divise le privé, logement social. logement privé, résidence principale. D'accord. Et on prend ce stock, on prend l'objectif, on divise par le nombre d'années qui nous reste pour atteindre l'objectif, et on obtient 100 000 par an dans la région. D'accord. Et donc, du coup, ces dispositifs-là doivent nous permettre d'atteindre ça. Sachant qu'effectivement, il y a des logements qui sont rénovés sans qu'ils fassent l'objet d'une subvention MPR. Donc, du coup, on va dire aujourd'hui, si on est à 30 000 au 1er juin, dans ces dispositifs-là, plus ceux qui ne sont pas dans les dispositifs, on peut estimer qu'à la fin de l'année, on ne sera pas loin des 100 000. D'accord. Une question plus générale. Y a-t-il un risque que les financements s'arrêtent quand l'enveloppe de crédit sera consommée ? C'est une bonne question. À mon sens, compte tenu de l'engagement politique, ça paraît difficile de pas suivre la dynamique. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'être précis dans les reportings et d'être précis dans les perspectives. C'est-à-dire que si on demande 200 millions de plus au 1er septembre, il faudra les avoir consommés au 31 décembre, parce qu'effectivement, on nous demande vraiment, d'ailleurs en particulier, de travailler avec les territoires pour avoir la meilleure vision possible de l'atterrissage. Bon, je ne vais pas revenir sur les questions, mais je note quand même que les questions étaient d'ordre de la mesure du gain énergétique. Donc je ne sais pas qui sera en mesure, mais je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel il faudra qu'on réfléchisse pour avoir le retour et savoir où sont les capacités d'amélioration et sur quoi il faut travailler plus précisément. Voilà, on avait quelques retours qui nous donnaient beaucoup de gestes MPR, mais avec peu de gains énergétiques en face. L'enquête Trémy à l'époque montrait aussi qu'on avait beaucoup de gestes réalisés, mais peu avec des sauts de classe. Donc c'est sans doute quelque chose qu'il faudra intégrer. Dans les chiffres MPR, on a quand même l'orientation des travaux. Là, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on a du mal à quantifier le gain. Donc les principaux travaux subventionnés au titre de MPR, c'est des pompes à chaleur, d'isolation par l'extérieur et de l'installation de poêles à granulés. Donc c'est quand même plutôt ITE et puis système de chauffage. Ensuite, pour habiter mieux, il y a un objectif à 35%, plus un objectif sortie de passoire, plus une prime, une bonus BBC. Donc dans habiter mieux, on est plutôt dans la logique d'intervention globale, avec un objectif de réduction à la clé. Et donc dans les 1790 dossiers là, qui ont été financés au titre d'habiter mieux, il y a 900, enfin à peu près la moitié, qui ont aussi obtenu la prime de bonus sortie de passoire et BBC. Donc c'est plutôt des dossiers a priori plus qualitatifs, plus complets. D'accord, donc un modèle à suivre de ce côté-là. Merci Jérôme pour ces précisions. Et puis pour les différentes questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on reviendra bien évidemment dessus dans le compte-rendu et on verra si on met une fois aux questions pour aller un peu plus loin sur certains sujets. Je vais maintenant laisser la parole à Mélanie Sidos de l'ADEME pour nous présenter les outils numériques, la concertation, etc. et plein d'autres choses encore. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Mélanie Sidos, je suis l'animatrice interrégionale du programme SAR sur les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'excuse donc Jérôme Dassini de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui ne pouvait pas être parmi nous ce matin. Donc effectivement, sur les différents points qu'on va aborder ce matin, il y a les outils numériques, la concertation, les formations et les annonces de soutien aux espaces conseils FAIRE. Donc sur les outils numériques, je trouve intéressant de remettre cette diapositive qui permet de montrer tous les outils qui ont été développés depuis le début du programme SAR, donc que vous pouvez plus ou moins utiliser. Donc il y a l'outil SARénov, qui est un outil métier dédié aux conseillers et qui n'est pas obligatoire. Je sais que parmi vous, certains l'utilisent et certains utilisent leurs propres outils qu'ils avaient déjà auparavant. Il y a ensuite l'outil TBS, qui lui est le tableau de bord SAR, qui permet de calculer tous les indicateurs qui remontent des outils territoires et de SARénov. Donc à partir des données saisies dans vos outils et dans SARénov, on peut calculer tous ces indicateurs qui sont des chiffres, le nombre de logements renseignés, accompagnés, etc. Et donc ça, c'est vraiment le tableau qui sert au porteur associé régional pour demander les C2E derrière. Donc c'est vraiment un outil très important.
Pour accéder à ces outils, il y a une base de données qui s'appelle la base de données FAIR, donc dans laquelle vous avez inscrit vos structures, les conseillers, les zones de chalandise, et qui est en constante évolution et qui sera transmis aux porteurs associés sur le deuxième semestre 2021 pour une administration quotidienne. Et donc cet outil BDD FAIR permet ensuite de communiquer avec les différents outils Sarenov, TBS, et le dernier qui est donc IntraFair, qui est un portail de la rénovation énergétique et qui est accessible aux personnes inscrites dans BDD FAIR avec des droits d'accès. Donc ça permet d'avoir dans IntraFair toutes les actus qui concernent le programme, des webinaires, les sessions de formation, les foires aux questions des différentes thématiques, que ce soit sur les outils numériques, sur la concertation, sur les actes métiers. Donc voilà, c'est vraiment une porte d'entrée qui permet d'avoir toute cette visibilité-là au niveau de la rénovation énergétique et du programme. Donc certains outils sont d'ores et déjà, enfin quasiment tous maintenant, les outils territoires remontent et sont connectés à TBS avec un système d'interopérabilité. Donc pour quelques petits rappels, parce que ça nous a été demandé, pour s'inscrire sur les outils numériques, donc il faut faire identifier sa structure, mais ça je pense que maintenant tout le monde est dans cette base de données. Il faut compléter avec les noms des personnes qui interviennent, et notamment quand il y a des nouveaux conseillers, des nouvelles personnes recrutées, bien faire l'intégration et la demande d'inscription dans cette base de données pour avoir accès aux différents outils. Bon, ça rénove si vous l'utilisez, puis surtout TBS et l'IntraFair. Et si vous rencontrez des difficultés ou des bugs sur ces outils, surtout n'hésitez pas à envoyer un mail à l'assistance SAR qui est vraiment très réactive et qui essaie de vous apporter des solutions le plus rapidement possible. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez pu voir différentes versions des outils. Donc, il y a une première version de Sarenov début janvier pour que ce soit opérationnel pour les conseillers et qu'ils puissent commencer à saisir les actes. Bon, qui avait quand même pas mal de bugs et qui, au fur et à mesure, suite à des réunions avec les conseillers, des ateliers terrain, etc., s'améliore régulièrement. Donc il y a eu une dernière version là, le 17 juin et il y aura une nouvelle mise à jour au mois de juillet et surtout une nouvelle version, la V2.0, à la rentrée 2021. Donc qui essaye d'intégrer un petit peu toutes les remontées qui sont faites en fonction de la faisabilité technique. TBS, donc c'est pareil, il va y avoir une nouvelle version qui sera mise à disposition de tous là, le début juillet, parce que la version actuellement, c'était une version qui avait été créée pour le tout début de SAR, donc en 2020 pour les 2 régions qui avaient commencé avant les autres. Et donc il faut l'adapter, l'améliorer et la rendre un petit peu plus facile à utiliser avec notamment des indicateurs qui pourront remonter par zone géographique. C'est une demande forte de pouvoir voir par EPCI, par département ou région, et pas uniquement par structure, les actes réalisés. Donc ce sera opérationnel début juillet. Et IntraFair, il y a eu une première version qui a été mise en place au courant mars de cette année. Donc là aussi, régulièrement, elle va progresser et s'améliorer. Mais là, on n'a pas de calendrier. Ça va être un peu en fonction des remontées des différents territoires. Sur la concertation des actes métiers, donc il y a eu un lien d'enquête qui concerne en fait la concertation du coût qui a été envoyé aux porteurs associés au mois de mai. L'objectif étant de pouvoir estimer, après 6 mois à peu près de déploiement du programme, si les coûts qui étaient proposés dans le guide des actes métiers étaient cohérents ou devaient être modifiés. Donc c'est pour ça que la décision a été prise de mettre en concertation ces coûts. Et donc, depuis le mi-mai, vous avez l'information, vous avez pu suivre un webinaire qui permettait de répondre à certaines questions sur le remplissage du questionnaire, avec une date limite qui était fixée au 18 juin, mais qui a été reportée la semaine dernière, donc au 25 juin. Donc, à la fin de la semaine, toutes les réponses qui peuvent encore arriver seront prises en compte, et au-delà, les résultats pourront plus être compilés avec l'ensemble des résultats nationaux. Donc n'hésitez pas à compléter ce questionnaire. Il y aura une analyse durant l'été de toutes ces données et traitement de ces données pour une présentation après au niveau de chaque région pour voir un petit peu ce qu'il en ressort.
une validation des montants au mois de novembre et qui seront validés définitivement lors du dernier COPIL de l'année nationale qui sera au mois de décembre pour une application après une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Donc bien évidemment, ça nécessitera aussi de refaire valider dans les COPIL régionaux ces nouveaux montants. Enfin, si ces montants évoluent. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Donc juste pour vous faire un petit retour, la semaine dernière, il y avait 150 réponses au questionnaire et plus particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait 16 réponses qui étaient parvenues, dont la région aussi qui avait répondu. Donc je ne peux pas vous apporter pour l'instant plus d'éléments et de tendances qui pourraient se dégager. Il faut attendre l'exploitation des résultats. Au niveau du programme de formation, donc l'ADEME continue de proposer des formations gratuites à destination des conseillers, comme elle le faisait précédemment avec les anciens EIE et les plateformes. Donc il y a un petit rappel là, que j'ai fait rapidement, mais il y a un petit document qui est bien fait, qui est présent sur Intrafer, qui permet de rappeler le processus d'inscription. Donc il faut d'abord créer un compte sur la plateforme OptiFormation, qui sera validé par la région. Donc c'est Cola Paris qui valide le fait que vous apparteniez bien au réseau FER et que vous puissiez bien bénéficier de ces formations. Et ensuite, vous vous connectez avec ce compte et vous pouvez sélectionner dans le programme proposé les formations qui vous intéressent. Donc notamment là aussi pour les nouveaux conseillers, c'est bien de pouvoir suivre rapidement les premières formations de prise de poste. Donc justement sur cette formation, jusqu'à maintenant, il y avait une formation avec un quiz de la thermique et puis qui permettait de suivre après la formation. Elle va évoluer, donc ça devait être courant juillet, puis ça a été reporté, ce sera plutôt début septembre. Donc il y a toujours cette formation prise de poste, un quiz, et qui permet ensuite, une fois que toutes ces formations ont été réalisées, de se diriger aussi vers des formations plus techniques sur les ENR, sur des questions plus métiers. Et là, il y a eu quelques développements de formation en 2021 suite au programme SAR. En fait, il y a eu des développements de nouveaux sujets parce que le petit tertiaire, par exemple, qui n'existait pas avant dans les EIE, c'est une question qui va être abordée. Tout ce qui est accompagnement aussi du ménage, le parcours d'accompagnement. Donc, toutes ces formations-là sont développées ou seront proposées d'ici la fin de l'année, parce que le petit tertiaire, ce sera plutôt sur le deuxième semestre 2021. Donc sur la diapo d'après, c'est effectivement un petit peu plus détaillé sur ces nouveautés. Bon, comme je vous le disais, je vais pas re-rentrer dans le détail, mais la première, pour les nouveaux conseillers en tout cas, c'est de faire celle de prise de poste, qui permet d'avoir les premières informations. Et les formations techniques, celles-ci étaient déjà existantes sur concevoir une enveloppe performante, connaître les fondamentaux sur les énergies renouvelables, des choses comme ça. Donc celles-ci perdurent. Les formations expertise métier, comme je vous le disais, ont été créées pour 2021 avec le programme SAR. Et les formations au changement de comportement, qui sont des formations plus transversales et qui peuvent être suivies par d'autres structures, par des collectivités, des EPCI, sont également proposées aux ECF. Donc ça peut être sur le changement de comportement individuel, sur s'engager durablement, des choses comme ça. Alors, on va peut-être prendre d'abord les questions qui sont techniques et puis on repassera sur cette partie du soutien aux ECF après à deux voix avec Jérôme. Merci Mélanie pour ces présentations sur les outils, sur les premiers retours aussi. Deux questions principalement. Alors une première question qui était sur quel outil pour calculer les gains sur le petit tertiaire, puisque pour l'instant apparemment les outils sont plutôt pour le logement. Est-ce que du coup il y aura aussi intégration pour le petit tertiaire dans les outils? Alors j'en profite. Juste avant la réponse, j'en profite pour rappeler qu'il y a un groupe de travail ADEME sur ce sujet, sur le petit tertiaire privé, auquel le CEDRE participe. Et donc, on fera un retour sur les outils de diffusion réseautaire et puis intrafer ensuite sur les résultats et les avancées de ce groupe de travail. Puisqu'on avait quelques questions sur la communication aussi. Alors, sur le petit tertiaire... Oui, ça marche. Oui, sur le petit tertiaire, pardon. Vu que les actes qui sont proposés sont l'information de premier niveau et le conseil, je ne pense pas qu'on aura d'outils qui permettront d'estimer les gains potentiels. Et comme ça démarre en plus, on va se lancer Enfin, je pense qu'il va y avoir pas mal d'avancées au fur et à mesure et les actes vont se compléter, en fait. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'outils proposés. D'accord. Et une deuxième question plutôt sur l'accès aux outils.
Une question qui demandait s'il fallait être impérativement labellisé espace conseil fer pour accéder aux outils fer. C'est vrai qu'on a vu que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les territoires qui ont porté et qui regroupent plusieurs territoires, on a beaucoup maintenant de conseillers en territoire, en EPCI, qui aussi suivent et souhaitent pouvoir accéder, mais qui pour l'instant ne sont pas intégrés à la BDD fer. Alors pour l'instant, ce qui permet l'inscription, enfin l'accès à ces différents outils, c'est l'inscription à la base de données FAIR avec des droits qui peuvent être différents, mais il faut être inscrit à cette base de données. Donc ça, c'est après le porteur associé qui valide cette base de données et qui permettra de donner des accès. Ça peut être qu'à l'Intrafer ou ça peut être à TBS s'il faut qu'il y ait un intérêt ou à Sarenov s'il souhaite l'utiliser. Mais ça va vraiment être fait en fonction de la base de données. Il n'y a pas de labellisation espace conseil FAIR autre que celle qu'il peut y avoir au niveau régional avec l'inscription dans cette base de données. D'accord. Et donc en attendant le mois de septembre où on devrait avoir aussi l'intrafer à l'échelon régional, pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen pour les territoires de s'inscrire, au moins pour avoir accès aux webinaires, aux formations ? Ça, je pense que oui. Il faut voir avec le conseil régional et après les validations qu'ils peuvent faire. Et dans ce cas-là, ils auront accès à l'intrafer ou à des newsletters aussi qui sont envoyés. D'accord, donc on essaiera de centraliser à ce moment-là toutes les demandes et puis de faire remonter pour le conseil régional sur l'inscription à la BDD fer. Je n'ai pas d'autres questions brûlantes, donc je vais vous laisser reprendre à deux voix avec Jérôme sur le sujet qui était plutôt l'annonce au soutien des espaces conseil fer. Oui, donc sur la première, on en a parlé, Alain Clabaud en a parlé en début. Donc il y a eu effectivement un courrier de la ministre annonçant une aide exceptionnelle de 8 000 € pour les structures référencées au 1er juin et de 8 000 € par recrutement de nouveaux conseillers en 2021. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'éléments sur les modalités de mise en œuvre. Il y a une réunion qui se tiendra là prochainement entre les porteurs associés, la DGEC et l'ADEME, pour justement déterminer un petit peu les modalités opératoires. Mais voilà, ça va être mis en œuvre, mais on n'a pas encore d'éléments plus que ça à vous transmettre. Ouais, sur la partie soutien aux appels là, concernant MaPrimeRénov' notamment, donc il y a plusieurs choses qui ont été mis en place. Bon, déjà, il y avait une relation usagée qui existait via le formulaire de contact là, sur le site MaPrimeRénov', qui offrait un premier niveau de contact entre les demandeurs et puis l'ANA. Il y a également eu donc, un transfert d'appel à des numéros d'appels nationaux entre l'ANA et l'ADEME pour pouvoir effectivement transférer tous les appels concernant les dispositifs de l'ANA vers l'ANA et inversement. Vous savez aussi, puisque vous l'avez utilisé largement, qu'il y a ce qu'on a appelé une task force qui a été mise en place pour pouvoir aussi vous soutenir dans les questions qui vous étaient formulées et pour lesquelles vous n'aviez pas forcément les réponses. Donc la task force a enregistré début mai 425 questions et semble-t-il a rendu 82% de taux de réponse, donc qui paraît quand même assez satisfaisant et qui, je pense, vous a quand même aidé dans le flot, à répondre au flot de questions qui vous arrivaient. Et donc la dernière phase un peu du transfert d'appel, c'est le transfert d'appel des points de contact locaux, donc vers l'ANA, qui est un peu plus délicat puisqu'effectivement il y a effectivement tous les appels locaux nationaux renvoyés au niveau central. Donc vous avez fait l'objet d'une petite enquête là il y a quelques temps là pour essayer de quantifier le volume. Donc on a eu un taux de réponse de 22,7% là à cette enquête, et il est apparu qu'un tiers des appels que vous receviez concernaient MaPrimeRénov'. Donc un tiers des appels au niveau national, ça représente 3000 appels jour. Donc du coup, c'est un peu le calibrage qu'a retenu l'ANA pour dimensionner son transfert d'appels, 3000 appels jour. Et donc il y a une phase pilote là, qui se déploie actuellement, qui est testée actuellement dans la région Grand Est, avant d'être généralisée d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, à l'ensemble du territoire.
Donc une des autres mesures qui est proposée et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la révision du barème des actes métiers, donc qui est actuellement en consultation jusqu'au 25 juin pour une mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2022. Donc là, ça va se faire sur la fin de l'année 2021. Il y a également un travail partenarial avec les collectivités, les têtes de réseau fer. Bon là, j'ai pas encore tous les éléments. Ça se mettra en place à partir de juillet et c'est sur du long terme. Donc là, je pense que vous serez aussi informés par les têtes de réseau au niveau national de comment ce travail se met en place. Il y a également l'amélioration avec les maisons France Service. Là, c'est sur du long terme. On voit qu'il commence à y avoir, suivant les territoires, il y a des intégrations des maisons France Service sur certains sujets. Donc voilà, c'est aussi des travaux qui sont en cours au niveau national. Et enfin, des derniers points, c'est la mise en place d'un baromètre de tension du réseau. Donc il y a quelques territoires au niveau national qui vont tester les questions, ce baromètre, vérifier si au niveau des ECF, ça permet de bien remonter les difficultés rencontrées, de mesurer la tension. Et qui, dans ce cas-là, suivant les résultats de cette phase de test, ce baromètre sera proposé à l'ensemble des régions au niveau national. Donc toutes ces annonces et tous ces soutiens montrent aussi que la ministre a entendu la surchauffe qu'il peut y avoir au niveau des espaces conseils dans les territoires. Donc voilà, il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en œuvre et qui continueront de se déployer sur la fin de l'année. Oui, juste un petit mot, je voudrais saluer cette mobilisation parce que le risque, il était vraiment réel de saturer aujourd'hui tous les opérateurs sur le terrain. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de correctifs qui ont été mis en place. J'espère qu'on pourra rapidement en voir les effets, notamment sur les typologies d'actes qui sont réalisés. Mais cette mobilisation, elle était vraiment indispensable pour éviter que tous les efforts qui ont été faits depuis plusieurs mois pour construire le SPE soient quelque part passés par pertes et profits en raison de la mise en place très importante de la prime Rénov'. Donc vraiment, merci d'avoir porté attention et puis on suit ça de près pour vérifier que les effets attendus sont bien là. Quelques mots donc pour terminer sur l'évolution donc du modèle organisationnel, hein, dans ce qu'on appelle nous l'après-SAR. Donc suite aux annonces de la ministre là, du 4 mai dernier. Donc un enjeu d'accompagnement des ménages sur l'ensemble de leur parcours. Hein, je l'avais aussi rappelé en introduction. L'importance de concilier les ambitions environnementales et les ambitions sociales, hein, notamment vis-à-vis des publics les plus vulnérables. Hein, c'est quand même un prisme particulier de l'action de l'État, hein, de s'intéresser donc au public socialement fragile, et une vision de l'habitat un peu au sens large, et donc de bien intégrer la rénovation énergétique comme composante d'un habitat à rénover. Donc dans ce contexte, l'ANA va devenir l'agence unique de la rénovation de l'habitat. Donc c'est effectivement une nouvelle étape de la transformation d'un modèle organisationnel qui va se faire d'ici 2 ou 3 ans, hein, donc justement pour intervenir. Donc après le programme SAR là, qui avait une durée dès l'origine, hein, limitée à 3 ans, hein, ce qui avait soulevé d'ailleurs à l'époque des questions, hein, parce qu'on s'engageait dans un dispositif et on n'avait pas forcément l'horizon après 3 ans. Et donc cette réponse permet d'éclaircir un peu le paysage là, pour les années à venir. Donc il y a un travail important de rapprochement qui va devoir s'effectuer entre les réseaux ANA et les réseaux ADEME, qu'on connaît bien à l'Adréal, hein, puisque dans mon service, on s'occupe des 2 sujets. Donc moi, je connais bien les réseaux ANA, je connais bien les réseaux FER. Donc on devra rechercher effectivement à fusionner, enfin c'est peut-être un grand mot, fusionner, mais en tout cas organiser ces réseaux
pour un fonctionnement on va dire plus commun, en tout cas piloté par une seule agence qui sera l'ANA. Donc un petit mot sur le modèle de l'ANA, qui est le modèle de conventionnement qu'on utilise de façon préférentielle pour les opérations dites programmées. Donc on a 750 opérations actives là, sur la France et qui permettent de traiter 70% des logements qui sont financés au titre de Habiter Mieux. Donc ces dispositifs qui sont efficaces, ça permet d'avoir une meilleure relation, une meilleure pénétration, c'est un terme un peu barbare de marché, mais une meilleure disponibilité auprès des ménages modestes. C'est pour l'ANA un cadre de formalisation privilégié pour un projet sur l'habitat privé. Et c'est une démarche qu'on appelle proactive, c'est-à-dire que dans le conventionnement ANA, il y a à la fois la dimension d'animation, ingénierie, et à la fois les travaux. C'est-à-dire qu'on finance l'accompagnement et les travaux ensuite qui sont réalisés. Donc c'est un modèle de conventionnement global, ingénierie et travaux. Et donc voilà, c'est ce conventionnement qui est la base de la contractualisation ANA qu'on devra faire évoluer pour tenir compte des nouveaux dispositifs, pour tenir compte du fonctionnement nouveau hérité du programme SAR. Merci pour ces précisions sur cette aide. Alors, globalement, une question qui revient, qu'on avait déjà eue auparavant dans les réseaux et qui remonte à nouveau sur la question de l'aide attribuée aux nouvelles embauches en intégrant les recrutements qui ont eu lieu en fin d'année 2020, notamment pour ceux qui avaient anticipé la montée en charge du service et qui, du coup, avaient recruté fin 2020 pour avoir le temps de former ces nouveaux conseillers afin qu'ils soient prêts au 1er janvier 2021 au déploiement du service. Donc c'est une remarque qu'on avait déjà eue sur les réseaux CEDRE, qui était remontée plusieurs fois. Je pense que ça sera important de la prendre en compte et de faire remonter ça sur le prochain COPIL-SAR et les liens avec la mission interministérielle. Voilà, je me tourne vers la régie. Je demande à la voix off si j'ai des questions supplémentaires. Ah, j'ai une question qui m'arrive dans l'oreillette. Oui, Magali ? Micro, Magali. Il n'y aura donc pas de SAR 2 en 2024 ? Ah, il n'y aura donc pas de SAR 2 en 2024 ? A priori, ce n'est pas le modèle C2E qui sera privilégié pour la poursuite du financement du programme et de la mise en place du SPE. On sera plutôt sur des crédits budgétaires qui passeront par le budget de l'ANA, qui est aussi le modèle qui a été retenu pour le plan de relance là. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raison que ça soit autrement pour l'après-SAR. Et je me permets de poursuivre la question. Est-ce que ça veut dire que le modèle de calcul ou le modèle de rétribution sera aussi changé, ou est-ce qu'on va être sur un maintien de ce qui est en train de se construire en ce moment ? Il faut qu'on travaille là-dessus. D'accord. Il faut qu'on travaille là-dessus parce que effectivement, le conventionnement, c'est un contrat. Un contrat, c'est des prestations à réaliser et qui sont rémunérées. Et donc, du coup, il faut définir les modalités du contrat et donc décrire les différents éléments de mission comme tout contrat. Et donc, tout le travail qui a été fait dans le cadre du SAR de décomposition des actes est une base, on va dire, tout à fait pertinente pour commencer à contractualiser. Après, voilà, on va voir si on retient tout. Enfin, je pense que si le travail qui a lieu actuellement aboutit à la satisfaction de tous les espaces conseils faire, correspond à la réalité des prestations réalisées, effectivement, ça pourra effectivement être une base de contractualisation dans le cadre du conventionnement ANA. Je crois qu'on aurait tous envie de savoir comment ça va se passer en 2024. D'ailleurs, quand on a commencé à concerter avec les territoires en 2019, on nous posait déjà la question de l'après-SAR. Donc on a tous besoin de cette lisibilité long terme. Pour autant, moi je pense que c'est encore un petit peu tôt pour se poser les questions. Le programme SAR, il est sur 3 ans, on a juste 6 mois derrière nous.
Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse imaginer la suite quand on aura un retour de ce qui a été fait, en analysant de manière très, très pratique, très pragmatique, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et de proposer vraiment des choses qui viendront fluidifier, qui viendront faire sauter les verrous qu'on aura identifiés, qui iront mettre des accélérateurs là où il le faut pour avoir un service performant. Mais pour ça, il faut laisser le temps au service de s'installer, de se déployer, pour avoir les outils d'analyse et identifier les plus, les moins, les points de blocage. Donc voilà, 6 mois de recul, c'est trop tôt aujourd'hui pour dire ça fonctionne pas, voilà ce qu'il faudrait améliorer. Donc c'est un sujet qu'il ne faudra pas bien sûr aborder au mois de novembre 2023, ça sera trop tard. Mais je pense que été 2021, c'est encore un tout petit peu tôt pour se poser les questions. Mais que j'entende déjà l'État qui se projette dans une suite, ça veut dire qu'il y aura une suite. Et ça, je le prends déjà comme quelque chose de très positif, puisque la première crainte qu'on a tous, c'est que fin 2023, tout s'arrête et qu'il n'y ait plus rien derrière. Donc qu'il y ait déjà quelque chose, qu'on se projette déjà sur un quelque chose, c'est déjà un pas important. Et on se posera les questions ensemble quand on aura un peu de recul sur la meilleure manière d'aborder le post-2023. De nombreuses questions en fait sont en train de tomber sur le chat, et notamment une grosse inquiétude sur que devient le SPE. Est-ce que ça veut dire qu'en fait il va falloir penser à une fusion entre les opérateurs du SPE et les opérateurs ANA? Comment se passe en fait cette fusion concrètement sur la mise en œuvre sur le terrain? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a déjà... c'est un peu tôt, mais qu'est-ce qu'on en sait? Moi, je pense que c'est un peu tôt. Le modèle SPE, c'est pareil, hein, il est très récent, il se met en place. Donnons-lui déjà quelques mois, quelques années pour fonctionner. Et je redis ce que j'ai dit quand on avait fait la tournée des territoires en 2019 et en 2020. Notre responsabilité à nous, c'est de mettre un système qui fonctionne. Et mieux le système fonctionnera, et plus on sera fort pour quelque part défendre notre modèle et essayer de maintenir ce qui marche bien. Je ne vois pas pourquoi on viendrait percuter, on viendrait demander fin 2023 à faire évoluer un système s'il a fait ses preuves et s'il fonctionne. Donc serrons-nous les coudes, mettons en œuvre tout ce qu'on a convenu ensemble dans le cadre des contractualisations qui ont été adoptées sur le premier semestre 2021, et on se donnera toutes les chances de faire valoir notre point de vue et de maintenir notre système, une fois de plus, s'il a bien fonctionné. Ouais, je confirme, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, on tirera le bilan de la réussite du dispositif. On s'inscrit aussi effectivement dans un principe de simplification aussi, hein, parce qu'on a une contractualisation ANA qui demeure en parallèle d'une contractualisation SAR avec des opérateurs potentiellement différents. On s'oriente vers, on va dire, une contractualisation unique qui intègre l'ensemble des aspects de l'accompagnement des ménages. Donc ça répond aussi à la demande qu'on avait eue au moment du déploiement du SAR, qui était une crainte des EPCI, d'avoir à gérer de multiples contrats d'opérateurs, un pour le compte qui gère un PIG, un qui gère une OPA et un qui gère un SAR. Donc du coup, voilà, on s'oriente plutôt vers une contractualisation unique qui englobe tous les aspects de l'intervention auprès des ménages. Donc si j'entends, c'est un encouragement au territoire, à certains territoires EPCI qui ont déjà commencé à avoir des réflexions conjointes sur des études rénovation énergétique, PTRE, OPA, pour réfléchir globalement aux services apportés à la population sans distinguer ANA, pas ANA. On est bien dans ces logiques-là et il faudra qu'on suive nous aussi au niveau régional dans le suivi un peu de ce qui se déploie sur les territoires. Plus spécifiquement, c'est les territoires qui ont déjà œuvré dans ce sens. Merci pour ces précisions. Magali, je ne vous entends plus dans l'oreillette. D'autres questions ? Pas d'autres questions. On vous remercie pour ces éclaircissements. Très bien la contractualisation unique. Il y a quand même des questions aussi sur peut-être pourquoi si peu d'opérateurs sont agréés par l'ANA. Il me semble que l'ANA quand même encourage l'agrément des opérateurs. Est-ce que Jérôme, il y a une possibilité d'éclaircissement sur ce sujet ? Ouais, c'est en train de s'ouvrir, c'est vrai, le sujet des agréments.
C'est vrai qu'il y a un agrément spécifique pour les opérateurs dits sociaux qui interviennent vraiment sur les aspects de l'accompagnement social et puis sur les aspects de la rénovation de l'habitat, donc avec un profil particulier. Après, pour l'accompagnement, on va dire plus large, effectivement, c'est un agrément plus large aussi. C'est-à-dire que, notamment sur MPR CoPro, vous savez qu'il y a un AMO MPR qui doit être désigné pour l'accompagnement en copro. Bon, l'agrément de l'AMO MPR copro, c'est relativement simple et ça correspond à un référencement auprès de l'ANA avec voilà, quelques références d'opération. Voilà, c'est beaucoup plus simple et donc ça ouvre l'agrément. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce type d'opérateur pourra intervenir auprès d'un public défavorisé. Donc voilà, donc il y aura on va dire des agréments un peu différents suivant les interventions à prévoir. Merci pour ces précisions. Si on n'a pas d'autres questions à prendre, je vous propose même qu'on puisse arrêter un petit peu avant pour avoir le temps de se rafraîchir et repasser au maquillage. Pardon, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une nouvelle question. Il y a une dernière question qui nous vient de Grenoble. Une question importante de l'évolution des aides de l'ANA versus MaPrimeRénov' CoPro. Et c'est un élément qui ressort régulièrement, c'est la question du gros déficit constaté sur les subventions pour les ménages modestes. Le rééquilibrage MPR CoPro, oui, qui du coup a beaucoup pénalisé dans les territoires, on a eu pas mal de retours là-dessus, a pas mal pénalisé dans les territoires les ménages les plus modestes en augmentant leur reste à charge, puisque maintenant la prime est versée à l'échelle de la copropriété et non plus calculée par ménage au sein de la copropriété. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de remontées là-dessus qui ont obligé les territoires à du coup recalibrer et pas pouvoir se projeter plus avant sur ce qu'ils souhaitaient faire en déploiement et en développement. Oui, je connais bien le sujet. Effectivement, c'était un peu l'écueil de l'intervention au titre de MPR CoPro. C'est effectivement un financement global à la copro sans considération du revenu des ménages. Donc en fait, il y a une analyse à faire au niveau de chaque copro, suivant la composition des différents logements, différents ménages qui pourraient prétendre au dispositif Habiter mieux. Donc c'est vrai que ça se règle en assemblée générale après le vote, mais il faut faire le calcul entre ce qui est le plus favorable entre l'intervention globale à la copro ou l'intervention par logement au titre de Habiter mieux pour les ménages modestes. Donc une copro qui serait principalement occupée par des ménages modestes aurait plutôt intérêt à faire des dossiers individuels au titre de Habiter mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas cumuler les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'analyse à la copro. Et deuxième point aussi à prendre en compte, c'est l'accompagnement des collectivités. Puisque si je prends l'exemple de la métropole de Lyon, sur les copros, compte tenu que l'État intervient globalement, l'aide de la collectivité s'adresserait, pour le coup, compenserait cet effet-là pour pouvoir aider les ménages modestes dans les copros concernés qui auraient bénéficié d'une subvention globale. Donc du coup, là, ça me paraît intéressant parce que du coup, la collectivité réoriente son système d'aide pour pouvoir compenser cet effet un peu négatif de l'aide MPR CoPro. Donc je pense que ça restera un sujet à débattre, puisque sur la solution d'aller choisir du Habiter mieux en logement, ça voudra dire qu'on repasse en isolation par l'intérieur, puisque voilà, il y a la question des parties communes, des parties privatives. Donc je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet, ça sera encore des choses. Je vous rappelle du coup qu'il reste jusqu'à demain pour répondre au questionnaire, puisque là, il a été prolongé d'une semaine, donc peut-être aussi profitez-en pour faire remonter les infos là-dessus et insister sur ce point. Ce sera sans doute quelque chose qu'il faudra revoir. Je pense qu'on vous a mis dans le chat, je me tourne en régie pour vérifier, on me fait signe oui de la tête et on me dit oui dans l'oreillette que ça a été mis dans le chat, donc les liens pour les prochains ateliers. Donc merci d'abord à vous trois de vous être prêtés au jeu du plateau télé chauffé par les lampes dans la salle.
d'avoir réussi à résister sans maquillage. Pour les autres derrière votre écran, je vous rappelle donc qu'on se retrouve en 2 sessions à suivre. Une session plutôt pour les territoires. Donc là, on prendra à la fois les porteurs AMI, les territoires qui sont englobés dans ces portages, et puis une session, les directeurs d'espaces verts. Donc on reverra dans le détail cet après-midi, mais le CEDRE intègre maintenant aussi l'accompagnement des espaces verts et donc a repris un peu les rituels qui avaient été mis en place dans le cadre d'Explora. Donc on a décidé dans le cadre des Corrects d'avoir aussi un atelier des directeurs espaces verts. Donc pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer plutôt à cet atelier, parce qu'ils se sentent concernés, vous avez aussi reçu un lien avec. 2 petites précisions aussi sur la façon un peu de voir ensemble. On est en Zoom, je crois que j'ai oublié de le préciser ce matin, mais vous pouvez mettre seulement l'écran en haut à droite de votre fenêtre, seulement l'écran présentateur, ce qui vous permet d'avoir plus grand les présentations. Mais c'est vrai qu'on est maintenant tous un peu plus habitués à ces outils. Et puis, pour être aussi à l'aise, là, on va se prendre un petit quart d'heure. On se retrouve à 10h45. Si vous avez la possibilité d'être en double écran, pour les prochains ateliers, comme on sera beaucoup plus contributif, on sera en mode réunion Zoom, donc vous pourrez prendre la parole, on pourra échanger en direct. Et puis, on aura aussi des sessions Klaxoon à côté. Donc, on vous a envoyé les liens, vous les avez reçus. Donc c'est vrai que s'il y a possibilité, soit le double écran, soit le portable à côté pour faire l'écran Klaxoon, c'est toujours beaucoup plus facile. Ça évite d'avoir à jongler au sein du navigateur. Voilà, merci à tous encore pour cette première session. On a noté toutes les questions. On vous fera des réponses sur les questions un peu plus techniques qui ont été posées, auxquelles on ne pouvait pas apporter de réponse immédiate, parce que ça demande d'avoir un peu de recherche. On remettra ça dans les comptes rendus. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 15-20 minutes pour les ateliers en fonction de celui auquel vous participerez. Merci, à tout à l'heure.